C'est l'heure de l'interview politique, deuxième épisode de notre série des candidats à la primaire face aux Français. Bonjour Bruno Le Maire, vous êtes l'un des candidats à la primaire de la droite et du centre. On vous présente souvent comme le troisième homme. Il vous reste moins de 2 mois pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Vous avez présenté samedi votre contrat présidentiel, on va en parler et vous allez répondre aux questions de plusieurs Français. Des Français qui vont vous interroger sur plusieurs sujets. On les voit ici à l'écran. On va parler de l'Europe, de l'agriculture, des prisons, de l'administration. Mais d'abord, la première partie de cette interview avec Mickaël Darmon. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Mickaël Darmon. Ancien diplomate, vous connaissez bien l'enceinte de l'ONU. Je voudrais vous faire entendre le cri du jour. Des convois humanitaires sont attaqués. Des armes chimiques sont utilisées. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit. Ça suffit? C'est ce qu'il fallait dire à l'ONU aujourd'hui sur la Syrie? C'est surtout François Hollande, ça suffit. Parce que l'impuissance de la France dans le conflit syrien, son impuissance sur la scène européenne face au drame des réfugiés, c'est ça dont j'ai envie de dire, ça suffit. Et le responsable, c'est François Hollande. Vous savez, à l'enceinte des Nations Unies, si on veut être entendu, il faut avoir quelque chose de fort, quelque chose de puissant à dire. C'est ce que Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient réussi en 2003. Eh bien, quand on regarde 13 ans plus tard, hélas, à cause de François Hollande, à cause de l'affaiblissement du pays, notre voix ne porte plus. Voilà, discours dont vous étiez un co-auteur. Vous dites aussi, ça suffit, l'ancien régime à place au renouveau. Mais vous avez fait, vous, partie aussi de cet ancien régime. Vous étiez ministre dans le dernier quinquennat. Est-ce qu'une élite fait la révolution? Je pense que l'élite, elle a des responsabilités très fortes pour comprendre pourquoi est-ce que, depuis des années, nous n'arrivons pas à réussir ce que d'autres pays européens ont réussi à faire. Entrer de plein pied dans le XXIe siècle, affronter la révolution numérique, digitale, la robotisation, permettre à chaque Français de réussir, de trouver un travail. Pourquoi est-ce que nous n'y sommes pas arrivés? Voilà la question que je me pose depuis 2012, depuis notre défaite en 2012, qui est une défaite collective. Et la réponse que j'ai apportée, c'est de dire, bon, on n'a pas fait le travail. On ne sait pas où on veut aller, il va falloir dire où nous voulons aller. Mais est-ce qu'il on ne sait pas comment y aller. Regardez, les observateurs épluchent maintenant la sphère économique. Votre programme, par exemple, on va en parler. Ils disent, mais où est la vision nouvelle? Où sont justement les approches pour qu'on lise le contrat présidentiel que j'ai présenté. C'est justement la réponse à ce doute profond des Français sur la parole politique. Je sais où je veux aller. Je sais où je veux emmener les Français. Et je sais comment y aller avec tous ceux qui me soutiennent. Prenez l'exemple de la robotisation. Bien sûr que c'est une inquiétude des Français. Il y a beaucoup de salariés qui se disent demain, dans mon usine, il n'y aura plus de place pour moi. Une fois qu'on aura supprimé les chariots élévateurs, les Fenwick, les chaînes de production, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà ce que me disent les ouvriers. La réponse, c'est quoi? Meilleure formation, meilleure qualification, un compte individuel de formation avec un financement en euros et pas en heures. Voilà une réponse très concrète pour dire on va aller vers la France du 21e. Justement, on a vu à finalement, votre lancement de campagne, très remarqué, 1000 pages donc, de propositions. Vous qui voulez faire maigrir le Code du travail, c'est quand même étonnant quand même. Pourquoi un président de la République descend-il à ce point dans le détail? C'est un travail de Premier ministre? Parce qu'il y a eu trop de mensonges. Parce qu'il y a eu trop de trahison, Mickaël Darmon. Parce qu'il y a eu trop d'approximations, il y a eu trop de slogans. Il y a eu trop de grandes envolées lyriques qui n'ont rien donné de concret aux Français. Maintenant, les Français se disent, qu'est-ce qui va arriver pour notre emploi? J'ai 50 ans, je suis licencié, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 20 ans, je rentre dans la vie active, comment je vais trouver un travail? Je suis une personne handicapée, je n'arrive pas à trouver de solution, qu'est-ce que vous me présentez? Eh bien, moi, j'ai voulu répondre aux attentes des Français. Ça fait 1000 pages, je l'assume totalement. Mais chaque Français pourra trouver une réponse dans ce contrat présidentiel à ses préoccupations. Et c'est au service d'une vision qui traverse tout le contrat présidentiel. Remettre de la justice dans une société qui est devenue profondément injuste et permettre à chaque Français de retrouver sa fierté, la fierté par le travail. Voilà ce à quoi je crois. Alors aujourd'hui, la journée, l'actualité va être à Calais. Nicolas Sarkozy se rend sur place. Il parle surtout d'expulser donc les déboutés du droit d'asile, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les propositions, les solutions. Et d'ailleurs, Laurent Wauquiez, lui, répondait aussi à Xavier Bertrand, qui l'interpellait sur ce point. Est-ce que notre pays a plus besoin en ce moment d'apprendre la diversité, ou est-ce qu'il a plus besoin de réapprendre à nos enfants ce qu'est la France et son histoire? Mon choix, il est clair. Je préfère aujourd'hui qu'on leur apprenne ce qu'est la France,
parce que je considère que la diversité nous grignote déjà beaucoup trop. Voilà, il y a une guerre à droite en ce moment entre migrants, ancêtres. C'est l'identité qui est au cœur du sujet ? Je ne suis en guerre contre personne. Contre personne. J'appartiens à une famille politique, je ne suis en guerre contre personne. En revanche, j'ai des convictions, je vais les défendre. Calais, c'est une honte. C'est une honte pour la France. Ok, une fois qu'on Calais a dit doit ça, être qu'est-ce qu'on démantelé fait ? le plus rapidement possible. Le gouvernement le fait. En faisant la distinction entre ceux qui viennent pour des raisons économiques et ceux qui demandent l'asile et qui méritent le plan d'accueil du gouvernemental non, pour je propose très répartir les réfugiés. Je propose très concrètement, Michaël Darmon, qu'on regarde parmi les demandeurs d'asile qui se trouvent à Calais et qui presque tous demandent l'asile. Quels sont ceux qui le méritent, quels sont ceux qui ne le méritent pas. 80% sont éligibles selon le gouvernement. Et je fais une proposition très concrète. Est-ce que ces chiffres, vous les contestez ou vous les acceptez ? 80% sont éligibles. Je n'ai pas les moyens de contester ce chiffre. Je fais une proposition beaucoup plus concrète que ça, Michaël Darmon. Vous déposez une demande d'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides vous refuse l'asile. Et vous faites évidemment appel, comme à chaque fois. Mais à l'appel, vous le faites depuis votre pays d'origine. Vous êtes expulsé dès la première décision de refus de l'asile. C'est un changement complet par rapport à la politique qui a été menée, droite et gauche confondues depuis des années. Et ça nous permettra enfin de faire respecter le droit et la loi en France. Ce n'est pas normal que les déboutés du droit d'asile restent en France, attendent leur appel, et ne reviennent jamais dans leur pays d'origine. On y reviendra. Est-ce que, pour vous, toute personne qui possède une carte d'identité française a des ancêtres gaulois ? Quel débat on veut à la primaire, Michaël Darmon ? Quel débat on veut ? C'est la question que je vous pose. On veut un débat de caricature et de slogans ? Ou on veut apporter des réponses concrètes aux difficultés des Français ? On est dans un pays qui va bien, qui se porte bien, tout le monde a un emploi, chacun se porte bien, les impôts ne sont pas... Donc vous dites que l'identité, ce n'est pas le taxes. cœur du sujet. Qu'on arrête de parler d'identité, parlons d'autre chose. C'est ça que vous dites ? Je dis, n'esquivons pas les vrais débats qu'à droite, nous avons eu le chic d'esquiver et de mettre sous le tapis depuis des années. Maintenant, on va l'avoir, le débat. Qu'est-ce qu'on veut en matière d'asile ? On expulse tout de suite ? Première décision ou pas ? Tranchons. Qu'est-ce qu'on veut en matière d'immigration ? Tranchons le sujet. Qu'est-ce qu'on veut en matière d'impôts ? Je propose une baisse de la CSG pour tous les Français, parce que je veux une baisse des impôts pour tous, pas pour quelques-uns. Dont une autre proposition. En matière d'université, c'est nos enfants qui sont concernés. On veut la sélection dès l'entrée à l'université ? Ou est-ce qu'on préfère une meilleure orientation, comme je le propose ? Qu'est-ce qu'on veut en matière de système de soins ? Est-ce qu'on veut sauver la sécurité sociale et la solidarité en évitant les gabegies, les dépenses inutiles, cette aide médicale d'État qui nous coûte trop cher comme je le propose ? Ou est-ce qu'on veut privatiser la sécurité sociale comme d'autres le proposent ? Michaël Darmon, je termine juste là-dessus. Oui, on va en parler aussi maintenant avec les Français qui vous attendent. Vous n'aurez pas la même France suivant que vous votez pour un candidat ou pour un autre. Moi, la droite que je veux incarner, c'est une droite fière et digne. Alors, vous êtes effectivement... Fier, Michaël Darmon. Oui. Et digne. Vous êtes effectivement habité par cette conviction absolue d'être au second tour et d'être le candidat à l'élection présidentielle. Bon, c'est effectivement ma conviction. Ça, c'est votre conviction, mais si jamais ça ne fonctionne pas, si les Français qui votent à la primaire ne vous donnent pas cette place, qu'est-ce que vous faites ? Vous rentrez, vous passez des convictions aux tractations ? Que j'étais un homme de conviction. Et bientôt, il y aura la période des tractations. Les hommes de conviction ne sont pas des hommes de tractation. Vous voyez, c'est pas le même caractère, c'est pas la même physionomie, c'est pas, je sais pas, je dirais presque, c'est pas la même spiritualité dans le fond. Les hommes de caractère et les hommes de tractation. Je suis un homme de caractère et je suis un homme de conviction. Donc il n'y aura pas de négociation avec vous, même si vous êtes en place pour le second tour, vous devrez bien amener les gens à vous rallier. Je ne suis pas là pour négocier des convictions, un contrat présidentiel sur lequel j'ai travaillé depuis 4 ans avec des milliers de Français. Je suis un homme de conviction. Et justement, et je pense ces que c'est Français, peut-être on va les ce qui fait le retrouver. plus défaut aujourd'hui à la politique française. Alors merci. Ces Français, on va les retrouver. On va les retrouver effectivement. Bruno Le Maire, vous allez maintenant répondre aux questions de plusieurs Français qui ont souhaité vous interroger sur différents sujets qui les préoccupent. On va commencer par vous, Johan Carrard. Bonjour, vous êtes délégué force ouvrière pénitentiaire à la prison de Fresnes, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Vous êtes donc surveillant de prison. Votre question à Bruno Le Maire, on vous écoute. Bonjour Monsieur le maire. Voilà, on a entendu donc les annonces du garde des Sceaux hier, notamment par rapport à la surpopulation, l'encellulement individuel. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est quel était l'avenir pénitentiaire que vous proposez quand on voit effectivement la surpopulation, le manque d'effectifs,
le nombre de détenus qui augmente sans cesse dans nos prisons, quand on voit justement donc ces agressions qui augmentent de plus en plus, 4000 agressions en 2015, on va frôler les 5000 en 2016, que comptez-vous faire? Parce que pour rappel quand même, il faut le dire, lors de la dernière mandature qui était donc de votre bord politique, un droit aux détenus a été donné, notamment l'article 57 de la loi pénitentiaire, qui nous empêche complètement de fouiller de façon systématique les détenus qui rencontrent des visiteurs extérieurs. Donc comprenez bien que nous sommes quand même assez dubitatifs par rapport aux propositions que pourrait proposer votre bord politique. Et voilà, j'attends vos réponses. Merci. Je comprends les doutes exprimés par Johan. Et Johan, je pense que vous m'entendez. J'ai passé une journée à la maison d'arrêt de Val-de-Reuil il y a quelques semaines. J'ai vu des conditions de détention qui sont inacceptables. J'ai vu une situation pour les gardiens de prison qui est absolument intenable. Parce que, dans le fond, on accorde plus de droits aux prisonniers qu'aux gardiens de prison eux-mêmes. Quelles sont mes propositions? 1. Construire 10 000 places de prison supplémentaires durant le prochain quinquennat. Mais l'enjeu, c'est 10 000 places 2, ou des cellules 10 000 places pour avoir des cellules individualisées. Parce qu'aujourd'hui, l'encellulement à plusieurs crée des difficultés, de la radicalisation, toutes les difficultés qu'on connaît dans la prison. Je souhaite que les gardiens de prison eux-mêmes soient plus nombreux et mieux reconnus dans leur mission et dans leurs tâches, et davantage écoutés. Lorsqu'on libère un détenu, pourquoi est-ce que les gardiens de prison ne participeraient pas à la commission qui rend son avis? Après tout, qui connaît le mieux les détenus, sinon les gardiens de prison? J'aimerais qu'on écoute leurs paroles, qu'on respecte leurs paroles. C'est votre proposition, faire participer les gardiens de prison aux décisions de libération conditionnelle des détenus. Je pense que pour les gardiens de prison, c'est la reconnaissance de leur rôle. Troisième proposition, s'agissant des individus radicalisés islamistes, je propose que l'incarcération ait lieu dans des maisons d'arrêt particulières, qu'ils soient isolés pour éviter le risque de contagion à d'autres détenus. Merci beaucoup. Merci Johan, en tout cas pour votre question. On va maintenant passer à un autre Français. On va partir dans le Maine-et-Loire pour une autre question. C'est Anthony Gervais qui vous la pose. Il est éleveur, on l'a rencontré au salon agricole à Rennes. Il habite à Saint-Paul-du-Bois. On l'écoute. Bonjour Monsieur le maire. Quand vous étiez ministre de l'Agriculture, vous nous aviez annoncé que toutes les restaurations scolaires, des maisons de retraite et tout ce qui était collectivité, on mangerait de la viande française. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Doit-on encore vous croire? La question de la crédibilité et du Made in France. Alors, je vais répondre d'abord à Anthony que le Premier ministre de l'Agriculture à s'être battu pour que dans les appels d'offres publics, par exemple dans les cantines scolaires, on tienne compte de l'origine des produits et de la trace carbone des produits pour valoriser des produits français, c'est moi. Et je me suis battu contre la Commission européenne qui voulait refuser ce droit à consommer des produits français avec une trace carbone moins forte dans les cantines scolaires. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Certainement, et j'y suis favorable. Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas dans les assiettes. J'y suis favorable. Qu'on favorise la consommation de viande bovine française, qu'on labellise, qu'on soit plus transparent sur les étiquetages, j'y suis favorable aussi. Mais je veux dire à notre ami éleveur que ce qui fera relever les prix de la viande bovine, parce que Dieu sait que c'est dur pour les agriculteurs aujourd'hui, Dieu sait que c'est difficile pour les éleveurs bovins. Quand on travaille 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, oui, vous connaissez bien ce sortir secteur. 500 ou 600 euros par mois, honnêtement, c'est désespérant. Mais la vraie solution, elle passe par l'organisation de la filière et l'exportation des produits. Nos produits sont de qualité, il faut les exporter, c'est ce qui fera monter les prix. Et très rapidement, la question au fond aussi que pose cet éleveur, c'est est-ce qu'on peut vous croire, après avoir entendu tellement de promesses, tellement de déclarations, est-ce qu'on peut vous croire? Je pense que les paysans sont les mieux à même de répondre à cette question. Si aujourd'hui ils me font encore confiance, c'est qu'il y a certainement des choses que j'ai ratées. Je pense par exemple qu'en matière d'organisation des producteurs de lait, voilà, ça n'a pas marché comme je l'aurais souhaité. Et je le reconnais avec beaucoup d'humilité. Mais je leur ai jamais menti. Jamais. Alors Bruno Le Maire, on va maintenant prendre la direction d'un pays que vous connaissez bien. Ce pays, c'est l'Allemagne. Bonjour Yann Le Guic, vous avez 30 ans. Vous dirigez depuis 3 ans une start-up en Allemagne dans le domaine du mobile. Vous êtes avec nous en direct et en duplex depuis Berlin. Votre question à Bruno Le Maire, on vous écoute. Oui, bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Yann. Alors j'ai une question pour vous qui est très importante pour moi. Je suis citoyen européen, je suis né avec l'Europe, donc j'ai 30 ans et j'ai jamais pu concevoir la France sans l'Europe. Et j'ai lu votre programme et j'ai vu seulement quelques pages, sur 1000 pages, peut-être 3 à 5 pages,
sur l'Europe. Et donc je voulais vous demander pourquoi vous n'êtes pas plus ambitieux avec votre politique européenne, surtout vis-à-vis de cette génération Erasmus qui vit l'Europe tous les jours et qui n'est pas représentée dans votre programme aujourd'hui. Voilà, vous qui êtes globalisé, mondialisé, pourquoi n'y a-t-il pas assez d'Europe ? Il n'a pas dit ça, hein. Il a dit européen. Et je le revendique. Yann, je vous ferai passer le discours que j'ai prononcé justement à Berlin sur la question européenne il y a quelques mois, le 9 mai très précisément. Qu'est-ce que je propose ? Des institutions plus simples, des frontières définies, l'arrêt complet des négociations avec la Turquie, car la Turquie n'a pas et n'aura jamais sa place dans l'Union européenne. La défense de nos intérêts économiques, parce que je n'accepte pas que Google, Amazon et des grandes entreprises américaines puissent venir profiter des clients européens et ne pas payer d'impôts aux nations européennes. Et enfin, le renforcement des moyens militaires européens pour garantir notre sécurité dans un monde qui est menacé. Voilà les propositions européennes que je défendrai. Je veux les défendre avec nos amis allemands. Je le dis pour Yann. Oui, allez-y, Yann. Mais je trouve que votre réponse est un petit peu démagogique, c'est-à-dire vous partez sur la Turquie, sur la défense vis-à-vis des multinationales américaines. Voilà, tout le monde va être d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer concrètement pour faire avancer le projet européen, hors des mesures fanfares de campagne ? Et ça, ce n'est pas des mesures fanfares de campagne, Yann. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que ce qui a tué l'Europe, c'est cet élargissement sans fin qui fait que le projet politique n'a plus de forme. Ce qui a tué l'Europe, je vous parle des institutions, c'est d'avoir des institutions qui ne rendent jamais de compte et on ne sait pas qui dirige. Je connais bien les institutions européennes. Qui dirige ? Est-ce que c'est M. Juncker ? Est-ce que c'est Mme Merkel ? Est-ce que c'est M. Tusk ? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, Yann ? C'est une question fondamentale. Il faut remettre un pilote. Sur les questions économiques, alors je vous donne l'exemple de Google, Amazon, mais je pourrais donner beaucoup d'autres exemples où l'Europe n'a pas su défendre ses intérêts. Je vous donne un exemple très concret, pas démagogique. Les panneaux solaires. On avait une industrie de panneaux solaires. Je veux des solutions. Oui, mais je vais vous donner la solution. Vous êtes dans une start-up, vous faites des panneaux solaires. On en produisait en Allemagne, en France. On a refusé des aides d'État pour amorcer la pompe et soutenir ces industries ou soutenir votre start-up. Et dans le même temps, on a fait venir de Chine des panneaux solaires largement subventionnés par l'État chinois. On a ruiné l'industrie du panneau solaire européen. Je veux qu'on défende mieux nos intérêts économiques en ayant, par exemple, des commandes en Europe pour les PME européennes, pour vos start-up, qui privilégieraient les PME et les start-up européennes. Un Small Business Act à l'européenne. Voilà un sujet très concret. Je suis désolé, je suis sur une émission de télévision, donc je ne peux pas tout détailler. Mais je serais très heureux qu'on en rediscute, parce que je peux vous garantir que je crois à l'Europe et que je veux qu'elle prenne une autre direction. Allez. Vous savez quoi ? On va vous mettre en contact, Bruno Le Maire, avec Yann Le Brick. Merci en tout cas, Yann. Vous étiez en direct et en duplex depuis Berlin. Merci aussi à Clément Perrault qui a rendu possible ce duplex. Alors, Bruno Le Maire, après Berlin, Strasbourg. Strasbourg, c'est là que vous avez fait une partie de vos études. Il y a l'ENA, l'École nationale d'administration, que vous voulez supprimer si vous êtes élu. C'est donc Christine Demess, la présidente de l'association des anciens élèves de l'ENA, qui a souhaité vous poser cette question. Bonjour Monsieur le Ministre, vous êtes ancien élève de l'ENA, promotion Valmy 1998. L'ENA recrute aujourd'hui par le biais de 3 concours. Plus de la moitié des élèves ont au moins 8 à 10 ans d'expérience professionnelle dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ils sont recrutés sur des critères objectifs, dénués de tout corporatisme, ce qui donne une haute fonction publique de qualité dont la France a besoin pour mettre en œuvre des réformes. Ne croyez-vous pas que l'on a davantage besoin d'un homme politique capable d'être le capitaine du bateau ? Voilà. Christine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut un homme politique qui soit un capitaine capable de mener le bateau. Oui, mais avec le bateau que je veux conduire, c'est un bateau qui reposera sur la justice et sur le mérite. Et en s'agissant de l'ENA, je pense qu'aujourd'hui, les modalités de fonctionnement de cette école ne repose pas suffisamment sur le mérite. Quelle est ma proposition ? On continuera à recruter les hauts fonctionnaires par concours. Ils choisiront leur ministère à l'entrée de l'école pour correspondre ensuite en termes de qualification à ce dont les ministères ont besoin. Alors qu'aujourd'hui, c'est les élèves qui choisissent les ministères en fonction de leur goût. Je préfère que ce soit l'intérêt général qui dicte le choix des élèves. Et ensuite, tous les élèves, et pas seulement une partie, Christine, tous, au bout de 7 ou 8 ans, s'ils ont fait la preuve de leur talent, de leurs compétences, de leur engagement au service de l'intérêt général, pourront rentrer dans une école d'application que je maintiendrai à Strasbourg, dans les locaux actuels. Strasbourg ne sera pas dépourvu de cette école. Ils feront une école d'application et ils pourront seulement à ce moment-là
accéder aux grands corps de l'État et aux plus hautes fonctions publiques de l'État. C'est la haute fonction publique du mérite, exactement comme les militaires aujourd'hui, s'ils veulent devenir officiers généraux, doivent passer par l'école de guerre. Rejoindre Anne Descamps, donc salariée d'EDF, qui doit poser une question. Bonjour Bruno Le Maire. Actuellement, le chômage n'arrête pas d'augmenter, les salaires des salariés, des travailleurs sont bloqués. En revanche, les résultats des grosses entreprises sont en hausse. Donc, comment comptez-vous, si telle est votre intention, pour aider la France d'en bas? Comment comptez-vous prendre sur les profits et contraindre ces entreprises à embaucher, à augmenter les salaires? Voilà, je précise qu'elle est militante également de lutte ouvrière, Anne Descamps. Oui, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui sont au niveau du SMIC et qui ne s'en sortent pas. Ma réponse, c'est quoi? C'est de baisser les impôts pour tous. J'ai fait ce choix de baisser la CSG de 7,5 à 6%, de baisser les prélèvements sociaux qui touchent tous les salariés. Les concurrents disent que c'est absolument réaliste comme... Ah, mais mes concurrents, ils adorent le passé. Ils n'aiment pas l'avenir. Ils adorent les solutions qu'on a déjà expérimentées. Ils n'aiment pas essayer des choses nouvelles. Eh bien, moi, je veux essayer des choses nouvelles. Et je veux dire à tous les Français, notamment les plus modestes, on va enfin baisser les prélèvements sociaux qui pèsent sur vos salaires. Pour un couple qui est à un niveau de revenu moyen en France, ce sera 1 000 € en plus chaque année. Est-ce que cette fermeté, on la retrouvera sur les débats face à vos concurrents? Est-ce que vous serez aussi pugnace face à eux? Beaucoup plus. Ancien Premier ministre, président de la République, ancien collègue? Il n'y a pas d'anciens ceci ou d'anciens cela. Il y a des concurrents à la primaire. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Celui qui a le meilleur projet. Celui qui répond le mieux aux questions, aux interrogations, aux inquiétudes des Français.